Bonjour, je m'appelle Justine Rouget, consultante en design et matériaux au FCBA, et cette vidéo a pour objectif de traiter du sujet du confort acoustique, du design sonore et des matériaux bois pouvant servir ce sujet. Donc tout d'abord rapidement une présentation de l'Institut technologique FCBA, donc qui veut dire forêt, cellulose, bois construction et ameublement, qui est un institut technique qui a pour objectif d'accompagner des industriels du secteur de l'ameublement et du secteur du bois à innover et à proposer de nouveaux produits. Le FCBA fait partie du réseau des centres techniques industriels de France et il est le deuxième plus gros centre technique après le septième. Les champs d'action du FCBA vont du domaine de la forêt et de la sylviculture, en passant par les premières transformations et l'approvisionnement, donc tout ce qui est du domaine des scieries. Nous travaillons sur la partie construction bois et également sur la partie ameublement. Donc au sein du pôle ameublement, on traite des matériaux bois, mais pas seulement, puisque c'est un secteur qui est multimatériaux. Donc, le siège social du FCBA est situé près de Paris, à Champs-sur-Marne, donc dans lequel sont installées les équipes du pôle ameublement, de la direction et de la première transformation. Le deuxième gros centre du FCBA se situe à Bordeaux, avec l'équipe bois construction. Et nous avons aussi quelques délégations en région, comme à Dijon, Grenoble ou Limoges. Innovatech est la bibliothèque de matériaux innovants du FCBA et c'est dans le cadre de mes activités au sein d'Innovatech que j'ai pu rechercher des matériaux innovants, notamment en bois, à bonne propriété acoustique. Donc Innovatech, c'est un service qui a pour objectif d'accompagner des industriels, des architectes, des designers, des agenceurs à découvrir des nouveaux matériaux pour pouvoir les utiliser dans leurs projets. Innovatech, c'est une matériothèque physique. Donc dans nos locaux à Champs-sur-Marne, on a une salle de plusieurs centaines de mètres carrés avec des échantillons matériaux physiques rangés dans des boîtes avec toutes les informations techniques qui y sont associées. Et c'est aussi une matériothèque en ligne, puisque toutes les informations qui sont dans notre matériothèque sont retranscrites en ligne pour pouvoir consulter une base de données directement de chez soi. Notre travail au sein d'Innovatech, c'est de faire de la veille technologique toute l'année pour sourcer des nouveaux matériaux, mais nous faisons aussi des expositions thématiques, une par an, notamment sur le salon Architect at Work, où l'on présente une quarantaine de matériaux qui nous paraissent intéressants à faire découvrir. Et nous travaillons sous forme d'abonnement à la base de données Innovatech et consultation avec conseils techniques pour pouvoir accompagner les industriels dans la découverte et le choix de nouveaux matériaux. Donc au sein d'Innovatech, on a 9 familles de matériaux qui sont représentées. En termes de matériaux, il y a la famille des bois et agro-ressources, la famille des plastiques, la famille des verres, des matières animales, des céramiques, des composites, des papiers et cartons, des métaux, des pierres et béton. Et on a aussi la famille des procédés, donc tout ce qui va être procédé de fabrication de nouveaux matériaux, donc par exemple des procédés d'impression 3D, de prototypage rapide, etc. Et on a aussi la famille des systèmes, donc qui comprend tous les systèmes d'éclairage, les systèmes d'assemblage ou des systèmes acoustiques. Donc pour parler du confort acoustique et du pouvoir des matériaux sur l'acoustique d'une pièce, on va d'abord observer et comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bruit d'un point de vue physique et scientifique. Et on verra ensuite le bruit sous une analyse plus sensorielle et notamment en faisant le lien entre ce que l'on entend et ce que l'on ressent. Et on terminera ensuite par quelques exemples de matériaux, bois, ayant un pouvoir acoustique qui soit intéressant. Donc, qu'est-ce que le bruit ? Tout d'abord, le bruit, c'est une onde longitudinale qui se propage dans un matériau ou dans un élément qui se déforme élastiquement.
Donc en fait, c'est la déformation élastique de toute matière gazeuse, liquide ou solide qui va se propager et se transformer en son. Donc les sons peuvent être engendrés par la déformation d'objets fabriqués, comme par exemple les instruments, ou la déformation d'objets naturels, comme le bruit d'une cascade, d'une chute d'eau, ou le bruit de nos cordes vocales qui, en vibrant. Donc la plupart des objets sont susceptibles de vibrer, plus ou moins longuement, s'ils sont frappés de manière adéquate. Lorsqu'un son est produit, il se situe sur une bande de fréquence, et si la fréquence se situe dans notre domaine audible, on va entendre le son. Donc le domaine audible des humains se situe entre 20 et 20 000 Hz. Tout ce qui va être avant 20 Hz va s'appeler les infrasons, donc qui sont notamment audibles par les éléphants ou les taupes. Et tout ce qui va être au-dessus de 20 000 Hz, ça va être les ultrasons, qui sont eux audibles par les chiens et les chats jusqu'à 40 000 Hz et par les chauves-souris ou les dauphins jusqu'à 100 000 Hz. Donc la création d'un son va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de la matière qui va être transformée et déformée élastiquement pour produire le son. Et ça va également dépendre de la forme, de la caisse de résonance de l'objet qui va produire le son. Donc comme par exemple sur les instruments, en fonction de la matière et de la forme, le son qui va en ressortir ne va pas être le même. Différentes sollicitations mécaniques peuvent produire du son. On en a listé 4 principaux qui sont la percussion, le frottement, l'effleurement ou le souffle. Donc comment entend-on le bruit de manière physique ? Donc on voit ici un schéma d'une oreille qui est à la fois vulgarisé et à la fois complexe. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'oreille est composée de 3 parties principales, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et donc la création et l'interprétation du son va passer par ces 3 étapes-là. Et c'est dans l'oreille interne que le son va être interprété par notre cerveau et donc va transmettre des émotions. Ce qu'il faut savoir aussi quand on parle du son, du bruit, c'est que l'intensité d'un son est exprimée en décibels et il n'augmente pas de manière proportionnelle. L'échelle des décibels est logarithmique, donc ça veut dire que si on augmente le volume sonore de 3 décibels, c'est comme si, par exemple, on multipliait l'énergie sonore par 2. Quand on augmente un niveau sonore de 50 dB, ce qui peut paraître pas forcément énorme, c'est comme si on multiplie l'énergie sonore par 100 000. Donc on a vraiment une échelle logarithmique assez importante. Quand on parle de la perception du son, en fait, il faut réussir à comprendre que les décibels physiques et scientifiques ne sont pas les décibels que l'oreille humaine perçoit. Même si on perçoit des fréquences de 20 à 20 000 Hz, en fonction du taux de décibels, on ne va pas forcément entendre les sons. Et les ingénieurs en acoustique ont inventé des courbes de pondération, et donc notamment celle qui est très utilisée, c'est la courbe A, pour réussir à faire des graphiques qui vont montrer en fonction des décibels, des dBA et de la fréquence, quels sont les sons que l'oreille humaine va entendre. Par exemple, sur le schéma qui est ici, on voit que pour un son à 20 Hz, donc qui est normalement dans notre domaine audible, si le son a un volume de 40 décibels, on ne va pas l'entendre. Il faut atteindre quasiment 100 décibels pour pouvoir entendre un son qui est à 20 Hz. Donc la courbe qu'on voit ici en forme de bulle représente en fonction des décibels et de la fréquence des sons ce que l'on entend réellement bien. Et on voit aussi une petite zone qui représente la zone conversationnelle, donc qui est le son que produit une conversation entre 2 personnes en fonction des décibels et des fréquences, du volume et de la fréquence.
Donc la courbe de pondération A va être utilisée pour mesurer la sonie, parce qu'en fait la sonie c'est ce que l'on entend une fois qu'on a passé au filtre de la pondération A. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a retravaillé la courbe des décibels en fonction de ce que l'on entend réellement et des sons que l'on perçoit en allant au-delà d'une simple mesure de décibels. Donc ici, on voit un schéma qui est plus digeste, qui montre le seuil d'audition de notre oreille, enfin les différents seuils d'audition de notre oreille, et qui montre la perception et le seuil de douleur que l'on a en fonction des différents dBA. Donc on voit par exemple qu'à 10 dBA, ça équivaut à une conversation à voix basse, et donc c'est un son qui va être calme. Quand on va sur les 70 dBA, ça représente à peu près un son d'aspirateur. Donc on voit ici que c'est un son qui va être fatigant pour nous, pour le cerveau. Et que quand on arrive carrément aux 110-120 dBA, ça équivaut à un son de marteau-piqueur ou à un décollage d'avion. Et là, c'est un son qui présente un risque de surdité et qui est vraiment douloureux. Donc on peut facilement comprendre ici le lien entre dBA et audition et seuil de douleur de l'oreille. Donc quelle est l'influence du bruit sur nos émotions et comment le bruit influence nos émotions ? Très concrètement, l'oreille recueille les vibrations dans l'air, les ondes, transforme en impulsions électriques dans notre cerveau. Et donc le son est tout d'abord une sensation qui est une interprétation d'une vibration par notre cerveau. Et donc c'est dans le cerveau que naît réellement le son que l'on entend. Et il y a un métier qui s'appelle la psychoacoustique qui est spécialisé dans l'étude de la manière dont l'humain ressent, perçoit et interprète les sons. Donc on a vraiment une source, donc une déformation élastique d'un élément qui va être reçue par notre oreille et qui va ensuite être interprété par notre cerveau, ce qui va générer une réaction à une émotion. Pour comprendre le lien entre les émotions et les sons, on peut aussi regarder des travaux qui ont été faits dans le domaine de la musique, comme notamment l'a fait Madame Audrey Sutter dans son mémoire sur la perception de l'émotion musicale par des adultes normaux entendants ou porteurs d'implants cochléaires. Donc qui a travaillé sur le lien entre le son d'une musique, enfin la musique, et les émotions qui étaient ressenties par les personnes en situation d'écoute. Et dans son travail, elle explique qu'il y a 3 choses qui peuvent influer sur la perception d'un son. Ça va être d'abord les traits de performance qui sont liés à l'identité et l'habileté de celui qui produit le message musical. Donc est-ce que le musicien joue bien de la musique ? Ça va ensuite dépendre des traits d'écoute de celui qui reçoit, donc qui sont en fait sa capacité, son répertoire musical. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écouter de la musique ? Ce genre de musique-là, est-ce que culturellement il a eu l'habitude d'apprendre et de reconnaître la musique. Donc c'est vraiment un point de vue très subjectif et personnel de celui qui va écouter et interpréter le son. Et enfin, le troisième critère, ça va être la partie contextuelle. Donc en fonction du contexte dans lequel une personne va écouter de la musique et un son en règle générale, il ne va pas l'interpréter de la même manière, forcément. Dans le domaine de la psychoacoustique, j'ai rencontré des personnes du CETIAT, donc qui est un laboratoire d'ingénierie en acoustique notamment. Et donc les psychoacousticiens du CETIAT sont spécialisés dans la qualification du bruit.
Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut objectiver quelque chose qui est en fait subjectif. Quand on perçoit un bruit, on peut, on l'a dit, l'interpréter différemment selon la culture qu'on va avoir. Donc le bruit, c'est vraiment quelque chose de finalement multisensoriel. Quand on veut normer un son, même si il y a une part de subjectif et de culturel, on peut essayer d'avoir d'autres critères qui permettent de juger un son. Et c'est ce que les psychoacousticiens du CETIAT essayent de faire. Par exemple, ils vont travailler sur la qualification d'une alarme dans une usine pour signaler un danger. Et donc là, ils ont mis en évidence le fait qu'une alarme dans une usine, il y avait un critère de niveau sonore minimum requis, puisque si on baisse le son pour avoir un meilleur confort acoustique, finalement, ça ne représente plus un danger, et donc la personne peut ne pas être alertée à temps. Et ils ont aussi mis en évidence le fait qu'il fallait que ça soit un bruit qui soit connu, puisque à même niveau sonore, si on va changer la tonalité d'une alarme, l'alarme ne va plus être interprétée de la même manière et donc ne plus forcément être efficace. Un autre exemple sur lequel les psychoacousticiens travaillent, ça peut être des bruits de moteurs qui vont désigner une signature acoustique. Donc, comme par exemple le moteur de la Harley-Davidson, qui est, on va chercher à retrouver le même bruit sur des moteurs différents, même si on va avoir des matières différentes ou des formes différentes qui vont générer donc des sons différents, comme on l'a vu au début. Eh bien, la société Harley-Davidson va travailler à reproduire le même son de manière fausse pour pouvoir avoir une signature acoustique pour qu'on reconnaisse tout le temps le bruit d'un moteur Harley-Davidson. Et donc, ce que m'expliquait le psychoacousticien du CETIAT, c'est qu'un mobilier inerte, pour l'instant, on ne peut pas faire de psychoacoustique dessus. Donc, par exemple, un tabouret, on ne peut pas faire de la psychoacoustique puisque c'est un son qui ne fait pas de bruit. Donc, c'est encore aujourd'hui plus compliqué de le juger d'un point de vue psychoacoustique. Un exemple de test qui avait été fait par le CETIAT pour montrer qu'on a un lien direct entre le son et l'interprétation du son. C'est une expérience qui est faite auprès d'un jury d'écoute, 5-6 personnes, à qui on va faire écouter 3 fois de suite le son d'un train qui passe en mettant devant eux 3 images, enfin à la suite les unes des autres, 3 images de trains différents. Le premier train, donc qui va par exemple être un train blanc, on va l'entendre passer et on va demander aux personnes de retenir le bruit qu'a fait ce train. Deuxième fois, pareil, mais avec un train jaune. Et troisième fois, pareil, avec un train rouge. Ce que le jury d'écoute ne sait pas, c'est que les 3 bruits de train sont exactement les mêmes. Donc même niveau sonore, même fréquence. C'est exactement la même bande sonore qui passe sur les 3 images. Eh bien, en ne le sachant pas, le jury d'écoute, à chaque fois, dit que le train rouge est celui qui fait le plus de bruit. Et donc, en fait, on se rend bien compte ici, là, qu'il y a un lien direct entre ce qu'on va voir et donc ce qu'on va interpréter, en plus d'entendre le son du train. Donc, matériaux bois innovants et acoustiques. Donc l'idée là, c'est de montrer comment un matériau, une matière peut jouer sur le confort acoustique d'une pièce dans l'habitat ou autre. Donc il y a 3 manières en fait de modifier un son à travers une matière. On ne le sait pas forcément parce qu'on va parler d'absorption, d'isolation, de matériaux acoustiques, phoniques, mais il y a vraiment 3 manières qui sont bien différentes de diminuer le niveau sonore dans une pièce. Ça va donc être l'absorption. Donc l'absorption, ça va être la capacité d'un matériau à réfléchir le bruit. Donc ça va être directement lié à la surface de contact qu'il va y avoir entre le bruit et le matériau. Donc plus il va y avoir de contact, donc plus il va y avoir d'éléments de volume sur lesquels les ondes sonores vont pouvoir se réfléchir, plus le son va finalement être absorbé par le matériau et donc va être diminué. Ça, c'est la première manière de diminuer le son.
La deuxième, ça va être l'amortissement. Donc l'amortissement, c'est la capacité d'un matériau à transformer, à vibrer et à transformer ces vibrations en chaleur. Donc tous les matériaux élastiques vont perdre les ondes sonores parce qu'ils vont vibrer et donc on va diminuer les ondes qui vont être ensuite transmises. Et donc la troisième possibilité, c'est l'isolation d'un son. Et donc là, l'isolation, c'est directement en lien avec la masse volumique d'un matériau. En fait, ça va être plus un matériau va être épais et lourd et volumineux, va être dense, plus l'onde sonore va avoir du mal à la traverser. Et donc, une fois que l'onde aura traversé, elle va être beaucoup plus petite de l'autre côté de la pièce en ayant traversé un matériau le plus dense possible. Donc on voit ici quelques exemples de matériaux plutôt orientés bois ayant une propriété acoustique intéressante. Donc le premier matériau que je vous présente, c'est celui-ci, donc qui est Organoid Technology, qui est en fait un procédé de pulvérisation de matière organique. Donc c'est un matériau qui a la particularité d'avoir une odeur assez intéressante, puisqu'en fait on va projeter sur une surface des éléments, des matières organiques comme des fleurs, du foin, des morceaux de branches, de feuilles, de déchets organiques, et donc en fait qui vont être transformés et aplatis à travers un procédé de gonflage et de collage sur un panneau pour avoir une dimension à la fois esthétique et olfactive. Donc associé à un panneau acoustique, donc soit dense, soit avec des trous pour pouvoir permettre à l'onde de se réfléchir le plus possible, cette pulvérisation de matière organique couvre le panneau acoustique en question et permet de combiner donc les différentes caractéristiques acoustiques, olfactives et esthétiques. Le deuxième matériau, c'est le matériau IR Relief, donc qui est un panneau en bois dans lequel on vient usiner des pièges à son. Donc ce sont des pièges qui ont été conçus par le designer finlandais Ilona Rista. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir créer une ambiance dans une pièce qui diminue le son, mais qu'on puisse quand même continuer à entendre les conversations sans qu'elles soient bruyantes. Donc c'est un panneau qui est entièrement en bois massif et qui peut être appliqué soit à des surfaces de murs incurvées, soit à des surfaces planes. Et c'est une fabrication d'un panneau qui est entièrement sur mesure, donc qui peut être fait en fonction des besoins des clients. Et donc là, l'idée, c'est que grâce au piège à son, donc au relief, aux trous qui sont percés dans le panneau, les ondes se réfléchissent et donc sont absorbées par le panneau. Le troisième matériau, c'est celui-ci, c'est le système Organic Sound 3D. Donc là, c'est une combinaison de laine de bois rigide avec de la laine de roche à l'intérieur en mousse. Et donc en fait, c'est un panneau qui permet encore une fois d'absorber le son. Donc les ondes rentrent dans le panneau à travers les fibres qui sont collées entre elles ici et viennent ensuite se perdre et être amorties dans la laine qui est au milieu de ce panneau sandwich. Donc c'est un panneau qui peut être disponible en 3 épaisseurs différentes. Donc plus on va avoir une épaisseur forte, grosse, plus on va avoir une meilleure absorption et un meilleur amorti du son. Et il existe 18 coloris possibles pour ce panneau, donc pour pouvoir l'adapter à l'esthétique d'une pièce dans laquelle on veut l'utiliser. Donc le quatrième matériau, c'est le Wool Felt Flexible.
qui est un panneau en feutre acoustique et bois, donc par le fabricant Plexwood. C'est un produit bicouche, donc une couche de feutre en laine mérinos 100% naturelle et un plaquage de bois Plexwood. Donc les deux variantes de Plexwood, enfin de Wool Flexible qui existent sont rainurées au niveau du bois, ce qui permet de pouvoir euh, d'abord faire passer le son dans la laine de manière à être amorti et en plus de pouvoir courber plus facilement le matériau et recouvrir des murs qui peuvent être incurvés ou même des produits, des bancs hôtesses ou autres surfaces courbes. Donc l'ensemble peut être courbé jusqu'à un rayon de 50 mm, donc ce qui est assez intéressant en termes de courbure. Et il y a plusieurs essences de bois qui sont disponibles en plaquage. On a des produits en bouleau, en hêtre, en chêne, en pin et d'autres essences encore sur demande. Et c'est également un matériau qui peut couvrir des normes techniques sur demande en ayant des produits qui sont appliqués aux matériaux directement en fonction des besoins. On a ensuite le panneau Lausanne, qui est un panneau en bois micro-perforé, donc qui est ici. Et donc Lausanne, sa particularité, c'est d'essayer de reproduire, d'avoir un plaquage de bois qui soit le plus naturel possible et d'avoir une micro-perforation qui ne détériore pas l'esthétique du panneau. Donc d'avoir des trous qui soient assez fins pour être quasiment invisibles sur des grandes surfaces de bois. Donc on voit ici qu'on a la partie bois, plaquage de bois, donc la face visible où on a un plaquage de bois qui est quasiment inaltéré. Et de l'autre côté, le panneau sandwich donc, qui est en MDF avec des trous beaucoup plus gros qui vont servir de piège à son une fois que les ondes sonores seront rentrées dans ce panneau sandwich. Et donc là aussi, on a une 150aine d'essences disponibles, donc puisque Lausanne est un fabricant de panneaux en bois, donc ils sont spécialisés dans l'utilisation de multiples essences de bois. Ensuite, on a le panneau 3D Leveling Cork, donc qui est encore une fois un panneau sandwich entre du solide surface. Donc le solide surface, c'est une matière minérale mélangée à de la résine avec une partie du panneau en liège qui a un fort pouvoir amortissant puisque c'est une matière qui est assez élastique en elle-même, donc qui amortit facilement le son. Donc le panneau 3D Leveling Cork est fabriqué par Walls Nautic. Donc c'est à l'origine un matériau qui est beaucoup utilisé dans le milieu du nautisme et de la construction de ponts en teck préfabriqués pour les bateaux. Et donc là l'idée c'est de combiner du solide surface et du liège pour pouvoir avoir à la fois un panneau 3D avec le solide surface, donc avec le plus de contact avec les ondes sonores pour absorber le son, pour que le son soit réverbéré le plus possible par la partie solide surface. Et les ondes sonores qui arrivent à rentrer dans le matériau sont amorties par le liège qui amortit facilement le son. Donc le matériau Linea 3D est un habillage mural en bois et laine de roche, donc par le fabricant Lot de Chair. C'est le panneau qui est ici, qui combine également à la fois des propriétés d'absorption acoustique avec des lames de bois qui sont travaillées en 3D et qui permettent aux ondes de se réfléchir et donc d'être absorbées. Qui a aussi un pouvoir amortissant puisqu'on a une laine de bois qui est à l'intérieur du panneau et cachée dans le panneau.
Donc c'est un matériau qui peut être travaillé également en plusieurs dimensions et qui est surtout utilisé pour tout ce qui est plafond et mur. Et donc il y a plusieurs motifs qui peuvent être imaginés en travaillant ces lames de bois et plusieurs teintes, couleurs également qui peuvent être envisagées. Ici, on a le matériau Interactive Sensory Design, donc qui est un panneau bois avec plaquage 3D de lamelles de bois découpées, donc qui est fabriqué par Evan James Design, donc qui est un panneau en plaquage de bois courbés qui sont elles-mêmes travaillées et découpées avec des esthétiques différentes et qui vont absorber le son en créant encore une fois des pièges à son avec la position des différentes bandes de plaquage, des différentes courbures qu'on va donner sur le plaquage. Et donc ça va donner une surface 3D avec un effet tissé qui est assez intéressante. L'idée de découper le plaquage de bois, c'est aussi de pouvoir mixer avec d'autres matériaux et par exemple de placer derrière certaines bandes de plaquage des feuilles métalliques qui vont pouvoir jouer sur la réverbération de la lumière et sur l'aspect esthétique du panneau. Et donc c'est un matériau qui peut être, qui est décliné en plusieurs gammes avec plusieurs essences de bois et plusieurs motifs de courbure et de découpe laser au sein des lames de bois. Ici, le matériau est le matériau Wootex, donc fabriqué par l'entreprise Altena, qui est un matériau à base de déchets textiles qui, selon le fabricant, se rapproche des caractéristiques techniques que peut apporter un produit bois. Donc là, le matériau Wootex, c'est de la matière recyclée qui est broyée, chauffée et condensée entre elles pour faire des blocs qui sont très facilement usinables avec les outils classiques qu'on peut utiliser pour travailler le bois. Et c'est un matériau qui est extrêmement dense et extrêmement lourd, donc qui va agir sur l'isolation acoustique. Donc c'est un matériau qui peut être utilisé pour faire des murs anti-bruit, donc remplir des murs grâce avec ce matériau-là. Pareil pour tout ce qui est sol et plancher. Et qui est facile à traiter et à très faible coût puisque c'est entièrement de la matière recyclée. Le matériau est lisse au toucher et ça a une très grande résistance technique aux intempéries. C'est un matériau qui ne pourrit pas, qui ne se fend pas et qui ne craint pas le grattement puisque c'est un matériau qui est de base avec un aspect un peu texturé, lisse mais texturé et donc qui peut être facilement entretenu et qui vit bien longtemps. Et enfin, le dernier matériau est le matériau Ducta, qui est le bois flexible comme ici. Donc c'est un bois qui est usiné de manière à le rendre flexible, usiné donc dans les deux sens. Et donc Ducta, c'est un matériau qui peut être utilisé notamment pour faire des cloisons courbes dans un agencement, qui est apprécié pour sa flexibilité et sa transparence, puisque comme il est usiné, on peut voir à travers et donc ça peut permettre de faire des cloisons intéressantes. Et lorsque ce matériau est associé à un panneau courbé, il sert aussi de piège à son, donc utilisé sur un mur ou un plafond. On peut utiliser la flexibilité du matériau pour suivre la courbure d'un panneau en bois qui va être usiné, d'un panneau classique. Et donc on va créer à la fois des pièges à son avec la courbure du matériau et des pièges à son avec l'usinage et les creux qui sont directement dans le matériau Ducta de base.